Quand on est gamin, que l'on aime le vélo, on est tous des enfants qui se disent « un jour je serai maillot jaune du Tour de France ». Le maillot jaune, c'est celui qui ne porte même qu'une journée, pardonne-moi de faire une référence à l'histoire, est le roi de France une journée. On ne touche pas le maillot jaune comme on touche un autre vêtement ou un autre maillot, non. Et que dire des vieux maillots jaunes en coton des années 20 ou 30, encore presque maculés de boue, ils sont plus maculés de boue, mais quand on les touche, on sent que derrière, il y a de la transpiration, il y a de la boue, il y a de l'histoire, quoi, il y a de la chair. Ah ouais. L'histoire du maillot jaune, c'est d'abord l'histoire des hommes, avec leurs rêves, leurs espoirs fous, leurs extraordinaires exploits, leurs drames, leur force jusqu'au bout d'eux-mêmes, leur tricherie, leur faiblesse, leur grandeur. Leur histoire rencontre la nôtre et l'éclaire de son petit supplément d'âme. Quelles que soient les époques traversées, chacune avec ses enjeux propres, ses courants politiques, ses luttes sociales, ses modes. Ceux qui ont porté le maillot jaune ou en ont simplement rêvé sont des braves. « 1903. Le premier Tour de France est une course titanesque, une folie. 60 coureurs se lancent à l'assaut de routes improbables, souvent en terre, avec des étapes quelquefois de plus de 450 km. 11 années plus tard, la Grande Guerre fauchera leurs rêves. Certains étaient des anonymes, d'autres des héros. Disparus sous les terrains, broyés des combats ou enfouis dans des cimetières improvisés, ils laissaient leur chère famille et leur lendemain. Le tour reprend, comme une étoile. L'heure est aux retrouvailles avec la vie. Les spectateurs rejaillissent sur les bords des routes et les coureurs sont là, apportant au milieu des ruines le renouvellement d'un rêve. Pour Henri Desgranges, patron et fondateur du Tour, cette course doit être celle de la renaissance d'un peuple. Je voudrais que les foules accourues de toutes parts sur leur passage leur fassent les chaudes ovations qu'ils méritaient. Je voudrais qu'elles viennent là plus en pèlerinage qu'au spectacle, qu'elles saluent tous ces vaillants, qu'elles viennent y chercher ceux qui vont remplacer les chéris que les Boches ont ravis à nos tendresses. Strasbourg, Metz, et ce n'est pas un rêve, nous allons là-bas, chez nous. Nous verrons de Belfort à Haguenau toute la ligne bleue des Vosges qu'avant la guerre nous contemplions à notre droite. Nous allons longer le Rhin. Cette reconquête de l'Est de la France dans le Tour de 1919 passe d'abord par les Alpes. À Grenoble, c'est Eugène Christophe qui prend la tête. Il a une large avance. Et c'est là, dans cet ancien bistrot, que naît l'idée de donner à ce leader une tunique différente. On est le 19 juillet 1919. Et le maillot jaune du Tour de France, portant la couleur jaune du journal Lotto, créateur de la course, vient d'entrer dans notre histoire. Alors on lui dit Sézig, parce que Desgranges, il appelait M. Alphonse Boger, il l'appelait Sézig. Sézig, vous avez raison. Alors, eh ben, comment qu'on pourrait faire? Ben, je sais pas, moi, mais qu'il ait un maillot spécial, quoi. Pas un maillot jaune, quoi, comme Lotto. Ce maillot jaune est celui d'Eugène Christophe, mais il s'agit d'une réplique. Vous imaginez bien qu'un maillot jaune datant de 1919, les mythes sont passés par là, d'autant plus qu'Eugène Christophe a avoué qu'après l'avoir conquis, il s'en servait comme maillot de corps.
Donc vous voyez bien que la symbolique du maillot jaune n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, ce n'était pas un objet sacré pour lui. D'ailleurs, le maillot jaune, il se fait moquer par ses collègues du peloton. On l'appelle le canari, parce que la couleur jaune, enfin, c'était pas tellement dans le ton de l'époque. Et ce maillot jaune, finalement, il n'est pas tellement apprécié des coureurs au début. Et il trouve très peu d'écho dans la presse, à peine 8 lignes le surlendemain pour annoncer la remise du maillot jaune à Eugène Christophe. Cette fois-ci, Eugène Christophe la veut, cette victoire, de toutes ses forces. Elle lui a échappé en 1913 à cause d'un vélo cassé et il va prendre sa revanche. Mais une fois encore, comme dans un mauvais rêve, l'histoire se répétera. Ben, c'est là que ma fourche a cassé, vous voyez. C'est ici, cet endroit-là. Ah oui, oui. J'ai mis le vélo à l'épaule, puis la roue avant, la roue et la fourche à ma main gauche, et puis le vélo sous la droite. Celui que l'on appellerait toujours le vieux Gaulois était arrivé avec 2h30 de retard. Il ne gagnera jamais le Tour de France. C'est Firmin Lambeau qui revêt l'habit de lumière dans un pays sur lequel la guerre a laissé des séquelles dramatiques, humaines, matérielles, financières. Un crédit national pour la reconstruction est lancé dès 1919. Sur le Tour de France, la renaissance voulue par Desgranges se fait au prix d'efforts inhumains. Des coureurs abandonnent, d'autres se révoltent, comme les frères Pélissier, dénonçant à travers la plume d'Albert Londres leur colère. Il fait trop chaud. Le Créateur n'est pas raisonnable. Il va faire mourir ces hommes. Je les devance. J'arrive au sable. Ils ont 412 km dans les jambes. Ils ont le soleil. Ils ont la poussière. Ils ont les fesses en selle depuis 2h du matin. Et les 6h30 du soir. Albert Londres écrira, sans relâche. Les forçats de la route racontent le désarroi et le courage, la souffrance et le dépassement de soi. Ce sont les combats des hommes braves. Ils font écho à leur époque, désignée plus tard les Six Fabuleuses, où les industries se développent, où l'on veut pour toujours tourner le dos à la der des der. Certains coureurs deviennent des héros, Ottavio Bottecchia, Franz. Ils ont porté de bout en bout le maillot jaune et leur vaillance a passionné le public. Ces héros, Jean-Marie Leblanc leur a consacré sa vie. Il a été lui-même coureur du Tour de France, puis journaliste à l'équipe, avant de diriger le Tour pendant presque 20 ans. Regardez, une superbe photo de Hugo Coblet. Vous connaissez, non, vous, hein, Hugo Coblet? Ah oui, ça c'est le dernier auquel j'ai collaboré d'ailleurs. Le vélo du début des années 1900, c'était du sport certes, mais c'était surtout de l'aventure. De l'aventure. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Il y avait des types qui jetaient des cailloux, il y avait des agressions, il y avait des tricheries. D'ailleurs, si vous avez lu l'histoire du Tour de France, vous avez lu qu'il a failli s'arrêter au bout de 2 ou 3 ans. La nature humaine, elle est ce qu'elle est, mais la triche a toujours été, c'est un dénominateur commun. Bref, le Tour, Desgranges a eu du mérite de maintenir le Tour au-dessus de ces contingences négatives. Et ouais, on n'était pas dans le sport de haut niveau tel qu'on l'a connu progressivement ensuite. On était dans... Il fallait pas une classe de cyclistes naturels, il fallait d'abord du courage. Vous allez entendre Jean-Antoine dans le compte-rendu de l'étape du Tour de France. Vous entendez le premier reportage de la journée effectué sur la route. 1929, la TSF apparaît sur le Tour de France. C'est un événement. Voici que passe le porteur du maillot jaune qui vient d'accomplir un retour éblouissant, qui, devant les voitures, monte en dansant, debout sur ses pédales, à un rythme extraordinaire. Portée par des pionniers, la radio partage d'inoubliables moments de course, recueille les témoignages des champions, leurs impressions. Sa présence apporte quelque chose de magique. J'ai l'air de croire que ce que je dis n'est pas perdu pour tout le monde. Pour les gens qui s'intéressent à cette course, le Tour de France, c'est une course de héros.
Et là, à la radio, on peut entendre leur voix. Ça, c'est quand même extraordinaire. Nous, on est hyper blasés de ça aujourd'hui. On entend les voix de tous les gens qu'on aime, de tous les gens qu'on déteste. On connaît les voix de tout le monde, en fait. Mais bon, jusqu'aux années 20, c'est pas du tout le cas. L'immense majorité des gens ne peuvent pas avoir entendu les voix des gens qu'ils admirent. Mais sous les voix des héros se cachent d'autres coulisses. Dirigeant les équipes des coureurs, les marques comme Alcyon, Général Lucifer et Elwish imposent leurs lois. Alcyon parviendra même en 1929 à bloquer la course pour que leur leader, Maurice de Well, pourtant malade, puisse gagner. Ces complots gangrènent le Tour. Cette année-là, c'est Victor Fontan qui devait endosser le prestigieux maillot jaune, avec 10 minutes d'avance. Fidèle au règlement, il avait porté son vélo cassé, récupéré la bicyclette d'un paysan pour la bricoler seul, en vain. Pourtant, diminué et épuisé, c'est le Belge Maurice de Well qui remporte la course. Ses coéquipiers l'ont quelquefois poussé dans les côtes et improvisé des barrages sur les routes avec leur peloton. Furieux, l'organisateur Henri Desgranges s'était écrié « On a fait gagner un cadavre. Comment un maillot jaune aussi facile à dépouiller a-t-il pu garder la première place ? C'est une sorte de mortification pour moi, de rappeler l'impuissance de l'organisation en présence d'incidents qui émaillent chaque année le Tour de France. » Pour enrayer cet engrenage, Henri Desgranges fonde les équipes nationales. Les vélos seront les mêmes pour tous les coureurs, puisqu'ils seront directement fabriqués par l'organisation du Tour. Tous les hébergements, les soins, les massages seront également à la charge de l'organisateur. Cet esprit d'équité redonne un souffle immense au Tour, et peut-être aussi du baume dans le cœur des sportifs. Mais cela coûte cher. Inspiré par le directeur des chocolats Meunier, Henri Desgranges lance le concept de la caravane publicitaire. La caravane rejoint l'épopée des héros et le Tour devient une extraordinaire fête populaire, gratuite, apportant à chacun cette indispensable nourriture terrestre, l'émotion. Le véritable âge d'or du Tour de France démarre avec les années 30, avec la formule des équipes nationales. Cet esprit cocardier a passionné les foules. Et j'ajoute que dans les années 30 sont venus les congés payés. Et ça aussi, ça a fait beaucoup pour le succès immense du Tour de France, puisque les gens pouvaient aller en vacances sur le bord des routes. Il se trouve que le Tour de France se dispute en juillet. Après les années de difficultés sociales dues aux faillites que la crise boursière internationale avait engendrées, les accords de Matignon sont signés entre le patronat et la CGT pour des augmentations de salaire, une réduction du temps de travail à 40 heures et des congés payés. Enfin! Le Tour, c'est la fête d'un été d'homme. Et c'est aussi la fête de tout notre pays, d'une passion singulièrement française. Tant pis pour ceux qui ne savent pas en partager les émotions, les folies, les espoirs. Louis Aragon. J'ai fait mon devoir d'équipier de l'équipe de France. Vis-à-vis d'Antonin Magne. Vis-à-vis d'Antonin Magne, dont je ne regrette rien. Je l'ai fait de moi-même, on ne m'a jamais commandé de le faire. Je l'ai fait de moi-même. Donc j'ai fait mon travail d'équipier, et il n'y a pas à s'alarmer comme un ouvrier va à l'usine, fait son travail consciencieusement. La présence suscite l'intérêt de journaux communistes comme l'Humanité ou le Populaire. Les foules se mélangent, se passionnent. Les maillots jaunes, devenus de véritables reliques, voyagent désormais dans une voiture blindée, tandis que le dérailleur vient d'entrer sur le Tour pour alléger un peu les terribles efforts des coureurs. Leur popularité, leur courage, leur héroïsme demeurent pour le public l'antidote de ce monde
glissant inéluctablement vers un conflit mondial. Un arrêt du Tour, c'est un arrêt du cœur, et pas seulement pour le sport cycliste. Car chaque fois que le Tour a été arrêté, 1915, 1940, c'est parce que le monde lui-même avait perdu les pédales. « 1947, le Tour renaît de ses cendres. Et pas n'importe comment. C'est Jean Robic qui sera maillot jaune cette année-là. Ivre de courage, il ne parvient pas à porter une seule fois le maillot jaune tout au long des étapes, mais il le sauve au dernier jour. Sa victoire soulève des montagnes de joie. Les empreintes de la guerre sont terribles et le monde a besoin de rêver. Les stars participent à l'euphorie de la Renaissance. Champion italien Gino Bartali, numéro 31, qui justifie sa réputation en gagnant au sprint la première étape Paris-Trouville et en endossant du même coup le maillot jaune. Sur le maillot jaune, les initiales de Henri Desgranges, disparu le 16 août 1940, sont gravées pour toujours. La quête pour la Toison d'Or reprend ses droits. Cette année-là, Gino Bartali revient donc en seigneur. 10 ans se sont écoulés depuis. Gino Bartali aura sa place au mémorial de Yad Vashem, juste parmi les nations. Dans la même équipe italienne, le jeune Fausto Coppi arrive. Coppi est seul et termine premier à l'Alpe d'Huez. Il est un précurseur dans la manière de s'entraîner, de préparer son vélo, de soigner son corps comme un véritable moteur. Coppi fascine Bartali, qui le déteste et l'épie 49. Ses méthodes révolutionnaires font école dans l'histoire du sport cycliste et des coureurs vont jusqu'en Italie profiter de ses conseils. Son influence s'est prolongée jusqu'à Merckx et même Hinault, affirmera bien plus tard Louison Bobet, poursuivant alors sous l'œil du maître la même rigueur de travail. Je suis né au milieu du XXe siècle et quand j'étais gamin, je vois une revue. Il y avait un grand champion, Louison Bobet, et en 1955, j'avais 6 ans, il gagne son 3e Tour de France. Et Louison Bobet était quelqu'un de séduisant. Le champion était brillant et l'homme, il aurait pu être star de cinéma. Et donc, j'ai vu cette photo avec le maillot jaune marqué L. Bobet et je suis tombé en admiration, et devant le champion, et devant le maillot jaune. Ce qui fait que dès l'âge de 6 ans, je rêvais comme métier, celui que j'ai réalisé par la suite. Bobet a conservé le maillot jaune. Et il fait un tour d'honneur qui se terminera à l'hôtel de ville de Paris. Il n'a plus qu'à saluer la foule immense à la manière d'un grand homme d'État et un grand vainqueur du Tour de France 1954. Intelligent, volontaire, endurant, consciencieux, les superlatifs ne manquent pas pour décrire le charismatique champion. Fils du boulanger de Saint-Méen et triple vainqueur du Tour de France. Il est un modèle de conscience professionnelle et de persévérance, comme Jacques Anquetil, qui entrera lui aussi dans la légende. Les suspens et les rêves s'entrecroisent dans le commencement de cette période nommée les 30 Glorieuses, où la prospérité et la consommation de masse sont en plein essor, et où les héros du maillot jaune, chacun avec son aura particulière, son histoire de famille, soulèvent des passions. Jusqu'aux années 50, les coureurs cyclistes, ils sont globalement assez largement comme la société française elle-même. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont massivement enfants de paysans et enfants d'ouvriers. Et eux-mêmes, le plus souvent, ouvriers. Parce qu'en fait, les compétences techniques des ouvriers sont, en tout cas quand ils connaissent bien comment se répare un vélo, sont hyper précieuses à l'époque. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que de moins en moins de Français sont enfants de paysans et dans une moindre mesure d'ouvriers, à partir des années 50,
les cyclistes, eux, restent de façon considérable enfants d'ouvriers et de paysans. C'est-à-dire qu'en fait, les cyclistes commencent à ne plus ressembler à la société française moyenne à partir des années 50, et là, ils deviennent beaucoup plus populaires. Ils deviennent moins souvent enfants de cadre que la moyenne, moins souvent enfants de profession intermédiaire que la moyenne. En 1959, l'émotion est grande lors de l'arrivée à Namur. C'est la première fois que les images passent en direct à la télévision. Et dans cette époque où l'on vit pleinement la flamme de la victoire, on aime les premières fois, les records. La notion de triomphe, de progrès et l'accélération de la production sont très prégnantes. C'est aussi la première fois qu'un Espagnol remporte le Tour de France. Il s'appelle Bahamontes. On le surnomme l'Aigle de Tolède. Le monde va de l'avant. Les transformations s'accélèrent, les pressions médiatiques montent et les équipes ont quelquefois du mal à s'accorder sur les leaders possibles. Dans cette euphorie de la gloire, le Stéphanois Roger Rivière, champion du monde de vitesse, a toutes ses chances. Il part comme favori. Il l'aura, ce maillot jaune tant convoité. Cette année 1960, justement, puisqu'Anquetil n'est pas partant. Toutes ses chances sont réunies. Les chroniqueurs citent déjà son nom. Mais Roger Rivière avait foncé dans la descente du Père Juret, bien plus vite qu'il n'en avait besoin pour gagner. Son vélo était passé par-dessus le parapet et sa colonne vertébrale était brisée. Il était sans doute destiné à devenir le surchampion tant l'étendue de ses moyens était sans limite, déclarait Jacques Godet, bouleversé. Le Tour, avec ses exploits et ses drames, fascine un public toujours aussi diversifié, mais plus averti, plus exigeant, et qui attend des stars pour l'émouvoir. Lorsque Jacques Anquetil revient sur le Tour de France en 1961, il n'a désormais plus de rival à sa hauteur et peut enchaîner les victoires. 61, 62, 63. Il entre dans la légende. Appelé respectueusement Maître Jacques, Anquetil offre au maillot jaune ses plus belles lettres de noblesse et son aura rejaillit sur les autres coureurs. La publicité, encore interdite à la télévision, trouve dans cette course emplie de suspense une incomparable vitrine. Dans cette euphorie médiatique, un prétendant français au maillot jaune se fait une place en or, Raymond Poulidor. Tout le monde connaîtra bien vite ce fils de paysan limousin qui a commencé le vélo sur celui de sa mère en allant aux fêtes de village. Cette année 1964, son duel avec Jacques Anquetil restera mythique. Au-delà du combat de titans, il y a deux France qui s'affrontent. L'homme de la terre et le précieux sont au coude à coude sur le Puy-de-Dôme. 900 mètres de l'arrivée, Poulidor se dresse sur les pédales. Il prend 3 mètres, puis 10 mètres. Le Normand voit partir son rival. Il reste en ligne. Il coulera sans chavirer, avec élégance. Poulidor est seul face à son destin. A-t-il envie de battre Anquetil, quand une nouvelle défaite lui gagnerait davantage le cœur des Français? Que veut Raymond Poulidor? Poulidor arrivera en tête, mais comptera 14 secondes de retard au général. Il ne les rattrapera pas. Face à Anquetil, Poulidor était complexé. Face à Poulidor, Anquetil était survolté. C'est ce qui a fait la différence. Est-ce que tu entends les spectateurs quand ils t'interpellent dans un col? Des fois on les entend, mais dans le brouillard, dans les nuages. Ouh. Mais ça encourage quand même, ça fait du bien. Même ceux qui crient feignants, ça encourage. Comment citer tous les noms de ces héros dont les incommensurables efforts ont ciselé nos routes? Ceux dont on a parlé,
ceux demeurés dans le silence des médias, quelquefois si injustement. Le monde a de plus en plus besoin de spectacles, de sensations, d'émotions. Anquetil a porté 51 fois le maillot jaune, gagné 5 Tours de France. Mais saura-t-on un jour à quel prix? La conquête de la Toison d'Or est rattrapée par la pression des sponsors, des financeurs, d'un monde où l'argent dicte ses lois. « 1967, un coureur chavire, soutenu par les spectateurs. C'est l'Anglais Tom Simpson. Devant les caméras qui diffusent ces terribles images, Tom Simpson est en train de mourir. Il avait bientôt 30 ans, un tout jeune enfant, des dettes et des rêves. Quelle est la course qui devrait vous assurer un plus grand avenir, une meilleure renommée? Bien, si je pouvais faire encore un championnat du monde, ça serait formidable. Mais à mon avis, c'est le Tour de France qui peut faire un coureur qu'on n'oublie jamais. Beaucoup ont dénoncé le dopage, sali des héros, soupçonnés. Mais il fallait les traverser, ces montagnes, par tous les temps. Il fallait la tenir, la vitesse, de plus en plus importante, l'exigence du leader. Depuis quelques années, les équipes nationales s'étaient effacées au profit des équipes de marque. Était-ce la cause de cette pression supplémentaire, de ces risques humains si démesurés ? Qu'est-ce que ça veut dire fumer la pipe? Fumer la pipe, alors là, c'est se balader. Mais on la fume pas souvent, hein, surtout dans des étapes comme aujourd'hui et hier. Qu'est-ce que ça veut dire se cracher dans les pognes? Se cracher dans les pognes, c'est vraiment mettre toutes ses forces dans la bataille, hein, c'est vraiment s'employer à fond. Pour moi, il n'y a pas d'autre problème. Et qu'est-ce que ça veut dire saler la soupe? Saler la soupe, c'est compliqué à expliquer aussi, justement. Saler la soupe, ça c'est autre chose. Un coureur qui marche pas trop d'habitude, du jour au lendemain, s'il se met avec la boussole, il dit tiens, il a dû saler la soupe celui-là. Les contrôles antidoping, comme on appelle encore le dopage à l'époque, se multiplient. Mais les coureurs menacent de faire grève, comme ils l'avaient déjà fait en 1966, pour lutter contre ces perquisitions abusives, jugées inégales et souvent arbitraires d'une équipe à l'autre. En juillet 1968, ils traversent un pays en constante révolution. Les agriculteurs, les étudiants, le monde ouvrier et bientôt d'autres catégories sociales s'étaient rassemblés pour lutter contre l'autoritarisme de l'argent, contre la consommation, contre le nucléaire, contre les pouvoirs capitalistes en tout genre. Le Tour endure lui aussi la crise générale. L'organisation est déficitaire, subissant les conséquences du déclin de la bicyclette au profit de l'automobile. Les sponsors se retirent. Il faudrait un champion pour enthousiasmer les foules. Alors il arrive, lui, Eddy Merckx. Celui que l'on surnommera très vite le cannibale. Il a gagné Paris-Nice, Milan-San Remo, le Tour des Flandres. Il transporte dès les premières étapes son maillot jaune et suscite autant de crainte que de passion. Cette année-là, 1969, l'avion supersonique Concorde effectue son premier vol d'essai et le premier Américain vient de marcher sur la Lune. Merckx, lui, ramène la victoire à la Belgique, absente des podiums depuis 1939. Un maillot jaune qui a marqué, c'est évidemment Eddy Merckx, qui a été le coureur qui a porté le plus grand nombre de jours le maillot jaune. Et je me souviens, lors du premier Tour de France sur lequel je venais, c'est un tour qui partait de Brest. Et le coureur qui s'est chauffé, je ne savais pas qui c'était, mais il y avait un murmure qui accompagnait ses coups de pédale. Alors je me suis avancé, j'ai vu Eddy Merckx. Et là, je me suis dit, il y a un murmure d'admiration de la part de tout le public. C'est comme si les années douloureuses s'envolaient d'un coup, comme par magie. Eddy Merckx s'empare du maillot jaune dès le premier jour et attaque tout, quitte à arriver complètement asphyxié en haut du Mont Ventoux. Peu importe, le maillot jaune n'a pas de prix et il l'aura.
C'est ce que pense Luis Ocaña, qui veut battre son rival. Tellement son rival qu'il a même surnommé son chien Merckx pour avoir le plaisir de lui crier « Couchez, Merckx !» Alors, en 1971, il s'accroche, Luis Ocaña, de toute son âme. Luis, ça veut dire soleil, et déjà il le porte, ce maillot jaune. Alors pourquoi pas jusqu'au bout? Ocaña est rayonnant dans son maillot jaune. Dans l'ascension du col de Mante, il fait un magnifique soleil. Et comme souvent dans les Pyrénées, le temps change brutalement. En vue du sommet, le ciel s'obscurcit, il devient noir. Il bascule au sommet, l'orage éclate. Et il a une obsession, c'est suivre Merckx. Même si sa marge de sécurité sur Merckx est très importante, 7 minutes, il a gagné le tour, mais il veut suivre Merckx coûte que coûte. Et il va à la faute, les freins ne répondent plus, il manque un virage. Ça lui coûte le Tour de France et c'est la tragédie absolue du Tour de France. Ça marque que le destin peut basculer en une fraction de seconde. Là, 1 minute avant, il était le vainqueur du Tour, il avait réalisé son rêve absolu et l'orage éclate et tout d'un coup, tout s'arrête. Le maillot jaune déchiré d'Ocaña, c'est comme un écho à la société des années 70. On a voulu changer le monde, mais on souffre de cette impossibilité. Tandis que s'aggrave la crise pétrolière subie en Europe, le Tour traverse de nouveaux paysages, loin des grands axes, pour susciter l'intérêt du monde agricole, profiter de l'émergence du mouvement écologique, émouvoir des publics de classes sociales très diversifiées. Les images sont bucoliques, mais la détresse paysanne est bien là. En 1975, souffrant de la nouvelle politique agricole européenne, les paysans coupent la route aux coureurs et obligent Raymond Poulidor, paysan comme eux, à mettre pied à terre. Tout le peloton est arrêté, mais les sourires sont là, bienveillants, ancrés dans des racines communes. Trois ans plus tard, c'est la lutte Gary, mouvement d'opposition au régime franquiste qui commet un attentat. Les conséquences humaines auraient pu être tragiques. C'est vraiment déplorable que le Tour de France puisse servir de support à des manifestations de caractère terroriste qui peuvent aller jusqu'au crime, parce que ce qui a été fait cette nuit, l'attentat au plastique qui a été fait cette nuit, proche d'une énorme citerne de propane, pouvait vraiment déterminer des drames. Malgré les défaillances d'un monde qui se hâte et broie l'humain sur son passage, les braves sont là, avec leur courage. Pour la première fois de l'histoire, les Champs-Élysées accueillent le vainqueur du Tour. Ce jour-là, Bernard Thévenet vient de battre Eddy Merckx, le cannibale, et remporte son premier maillot jaune. Quand j'ai vu le maillot jaune que j'avais la veille disposé devant mon lit, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Merckx ? Richard Dio est juste à côté de lui. Richard. Bernard Thévenet, bravo, on vous connaissait surtout comme un rouleur, vous confirmez vos qualités de grimpeur. C'était dur cette étape, Bernard. Tenez, la caméra est là, la bonne. Attendez, ben voilà Bernard. Bernard, équipe française. Richard. Oui, Richard, oui. On retrouvera Bernard Thévenet tout à l'heure. Il faut suivre l'ordre d'arrivée, c'est l'essentiel, après tout dans une course cycliste. Eddy Merckx. C'est pas un chien. Eddy Merckx est à mes côtés maintenant. Non, c'est en haut du col d'Alos, oui, Merckx m'a littéralement fait exploser. Dans le col des Champs, j'ai essayé d'attaquer un moment dans le col des Champs, mais je crois qu'on était tellement en fond, surtout j'ai crevé en dernière descente. Avec la concurrence entre chaînes pour obtenir les droits télévisés du Tour de France dans les années 80, avec la privatisation des chaînes télévisées en France, le Tour de France voit ses recettes exploser. Il voit, enfin, il arrive à tirer parti, tirer profit directement des images, c'est vrai, de plus en plus belles, qu'il parvient à produire à partir de la course. Et donc, dans les années 80, cette explosion du pouvoir d'achat des coureurs, si vous voulez, elle reflète en fait l'explosion des recettes du Tour de France lui-même. N'en pouvant plus d'être pris en otage dans cet infernal engrenage financier et médiatique, baladés dans des transits se rejoignent dans une recherche commune du respect des travailleurs. En 1982, les coureurs sont bloqués dans la manifestation organisée par les ouvriers d'usine Ordenin et le contre-la-montre est annulé. N'oubliez pas que Mitterrand, que Mauroy, que Rocard, qu'Édith Cresson, que tous sont venus à Denain, le Parti communiste, le Parti socialiste,
Tout le monde nous a promis le maintien d'usine Ordenin. Qu'ils aillent tout casser à Paris. Qu'ils aillent casser à Paris tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils laissent un Tour de France. Est ouvert l'inscription aux équipes amateurs pour développer le côté international de la course et permettre une participation des pays de l'Est. Aucun cycliste n'avait pu venir de l'Est, mais l'aventure internationale continuait. En 1985, Greg LeMond est le premier Américain à entrer dans l'histoire de la Grande Boucle. Et pas dans n'importe quelle équipe, celle de Bernard Hinault. Tandis que l'Américain permet aux Français de gagner son 5e Tour de France, cette année 1986, les rôles doivent s'inverser. Hinault a le cœur gros, mais le cœur à l'ouvrage. S'envolant pour se débarrasser des autres concurrents, rappeler à son public qu'il est toujours un champion, il se retire enfin pour laisser Greg LeMond s'emparer du maillot d'or. Dans une arrivée historique à l'Alpe d'Huez, une page vient de se tourner. À moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça ne va pas se terminer comme ça. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est magnifique. Je vais essayer de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux, et il est content, le père Bernard, il est content. Celui de la victoire, les applaudissements du public parisien américain, Michael Lehmann, vainqueur du Tour. Des images inédites tissent notre horizon. L'année qui suit la victoire de l'Américain, le Tour part de Berlin-Ouest. Un espoir en nourrit-il un autre? En 1989, tandis que l'on fête le bicentenaire de la Révolution française, le mur de Berlin est détruit et des coureurs de l'Est entrent enfin sur le Tour. Greg LeMond, lui, revient miraculé d'un très grave accident de chasse. Son matériel est d'avant-garde. Un cadre plongeant, des cale-pieds aérodynamiques, mais surtout un guidon de triathlon doté d'un appui-coude permettant d'optimiser la vitesse et de réduire la fatigue. Celui-ci est encore interdit par le règlement. L'innovation fait-elle gagner l'Américain? Perdre de la confiance aux concurrents, et ils ne sont pas des moindres? Le Français Laurent Fignon, surnommé l'Intello à cause de ses lunettes peut-être, de son intelligence surtout, est un champion que certains comparent à Coppi, Koblet, Anquetil. Sur l'ultime contre-la-montre qui arrive en plein Champs-Élysées, il se bat l'Intello, comme tous ces héros du passé, avec des forces sorties des entrailles. Mais l'Américain parvient à lui retirer sur le classement final 8 petites secondes. Et pour 8 petites secondes seulement, Laurent Fignon perd son maillot jaune. Stop! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Greg en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry. C'est fini. Laurent Fignon a perdu le Tour de France. Moment intense, moment d'émotion, Robert. Moment terrible pour Laurent Fignon, puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur. Alors moi j'étais au commentaire sur la ligne d'arrivée et c'est terrible. On a envie de commenter la joie de Greg LeMond et d'un autre côté on a de la retenue parce qu'on imagine la détresse de Laurent Fignon qui voit son maillot jaune partir. Le maillot jaune est ainsi fait avec de formidables histoires, évidemment des joies et puis des détresses énormes comme celle de Laurent qui paraissait en mesure de gagner le Tour de France pour la 3e fois. Le PO entre dans l'histoire, ouvertement cette fois. Depuis bientôt 15 ans, des coureurs étaient désignés au hasard à chaque fin de course et contrôlés. Certains étaient écartés, d'autres voyaient leurs titres confisqués. Mais c'est avec l'affaire Festina que le public prenait enfin conscience de l'ampleur d'un drame. Avec l'affaire Festina, le dopage passe de l'artisanat à l'industrie. Et les médias s'emparent des affaires comme ils s'emparaient jadis des héros. Je remercie le public qui a été très
qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. L'affaire était grave, hein. Je ne veux pas nier qu'il y a eu du dopage. Il y a eu du dopage, mais ce n'est pas pour autant que les 180 coureurs du Tour étaient dopés. Il y en avait sûrement, peut-être même une majorité, je n'en sais rien, mais pas tous. Donc on ne peut pas condamner l'ensemble d'une profession pour quelques cas, même si ces quelques sont assez nombreux, quelques cas isolés. Bon, donc déjà, c'était compliqué. Hein. Ensuite, je ne voulais pas que si le Tour s'arrêtait, de mon point de vue, il y avait de grandes chances pour que l'année suivante, il ne reparte pas. Parce que... Ou alors, si on arrêtait le Tour de France, il fallait arrêter aussi le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et le championnat. Et tout le monde, il fallait tout déconstruire et tout reconstruire. Ça aurait pris des années, ça aurait pris du temps. Et pendant ce temps-là, d'autres sports ou d'autres événements auraient occupé le terrain. Donc, il ne fallait pas reculer. Il fallait bétonner. Il était l'homme de l'année, l'homme d'un siècle. L'homme d'une épopée qui était revenu victorieux d'un cancer et avait gagné 7 tours d'affilée. Mais en 2012, Lance Armstrong se voit retirer ses titres de maillot jaune du Tour de France et suspendu de course à vie. Il a avoué. Et ses paroles soulèvent ce voile trop lourd d'une époque que l'on voulait révolue. Je pense qu'à un moment donné, le cyclisme a été un tournant où c'était soit on ferme les yeux et on fait comme si tout allait bien pour laisser du rêve aux gens, même si on sait que c'est fake, pour reprendre un terme à la mode, soit voilà, on fait l'effort de lutter contre ce fléau. On sait que ça va être douloureux, ça va faire du bruit, mais je pense qu'on va se sentir mieux, tout le monde va se sentir mieux, et je pense que voilà, moi je suis très content qu'il y a une vingtaine d'années, le cyclisme ait fait le choix de la deuxième option. Voilà, les clichés ont la vie dure, donc c'est vrai que le cyclisme est encore très associé à la notion de dopage, et ça je le déplore parce que moi, j'ai rien demandé pour ça, j'ai juste envie de faire mon sport comme je l'aime et comme je veux le faire. Le cyclisme, pour moi, c'est juste plutôt voilà, un retour à une certaine corporité, naturalité, et voilà, un retour à quelque chose de simple, tellement simple que parfois on pense que c'est bestial et du coup un peu stupide, un peu idiot. Mais moi je pense qu'au contraire, il y a une vraie intelligence dans tout ça et surtout une simplicité, mais dans le bon sens du terme. On n'a pas eu l'image, mais ils se sont accrochés et très certainement une chute. Christopher. Incroyable l'image du Tour de France 2016. Un siècle s'était glissé depuis la première apparition du maillot jaune, ce 19 juillet 1919. Les oreillettes avaient remplacé les traversées solitaires. Les vélos étaient devenus des machines ultra perfectionnées. Les coureurs s'étaient transformés en athlètes, ne laissant plus rien au hasard. Dans cette quête du maillot jaune, devenue au fil du temps une quête du Graal, des failles s'étaient quelquefois ouvertes, où le public avait engouffré ses doutes.
Mais les braves, eux, demeurent.